Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, a dû démentir une information selon laquelle le gouvernement pourrait mettre en place une police des températures pour contrôler les restrictions énergétiques cet hiver. Il a vite démenti. Et vous nous dites, Guillaume, que la crise énergétique est et sera gérée par le gouvernement de la même manière que la crise Covid. Vous parlez même de confinement énergétique. Que comprendre? Alors, je vais rendre à Agnès Verdet-Molinier la maternité, pour parler comme Mathieu, de cette expression de confinement énergétique. Mais oui, je pense que si les crises sont très différentes, la façon dont le gouvernement a de les gérer présente des analogies assez frappantes. D'abord, ces crises énergétiques ou sanitaires nous sont présentées comme des crises existentielles. C'est-à-dire comme l'heure de vérité, le moment où l'histoire bascule, le monde d'après, la grande bascule, d'ailleurs, c'est l'expression d'Emmanuel Macron. Ensuite, c'est bien sûr un prétexte à dramatisation et à rehausser l'autorité du chef de l'État en particulier, qui va se poser comme un chef de guerre. Et donc, il va réunir son conseil de défense, qui permet accessoirement de quelques petites cachotteries, mais surtout de dramatiser vraiment les enjeux. Et puis, ce chef de guerre, il va nous dire, bon, écoutez, moi, je suis le chef de guerre, donc je vais vous protéger. C'est ma mission. C'est le bouclier tarifaire, etc. Et donc, je vais suspendre les règles économiques, puisque c'est tellement grave. Donc, le politique va reprendre ses droits sur l'économique, et donc je vais sortir le carnet de chèques. Mais attention, moi, je veux bien vous protéger, mais il faut obéir. Et donc, il y a une pression qui va être mise sur la population, dans les deux cas, la situation sanitaire et la situation énergétique. Vous parliez du démenti du ministre, mais bon, on a eu dans la situation sanitaire le confinement, le masque, mais on va vers le rationnement, d'où l'expression de l'économiste Agnès Verdier-Molinier, c'est-à-dire le confinement énergétique. Et dans les deux cas, on a un mécanisme non seulement de dramatisation, mais de culpabilisation. C'est-à-dire, à quoi vous voulez pas, vous êtes prêt à ce que les hôpitaux débordent, vous voulez que les gens meurent, etc. Non, bah alors dans ce cas, vous masquez, vous vaccinez. Comment ça, vous voulez que la planète meure de chaud ? Non, bah alors vous baissez la température chez vous, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, c'est un moyen de transférer la responsabilité du gouvernement sur les citoyens. Et puis surtout, dans les deux cas, on a ce mécanisme d'accélération un peu frénétique, mais pied sur la pédale d'accélération, et pour rendre la construction européenne absolument irréversible. Alors on nous dit, ce sont des problèmes mondiaux, les crises sont tellement graves, problèmes mondiaux, solution continentale. On est trop petits, nous. Deuxièmement, on nous dit, grâce à l'Union européenne, on a eu des vaccins, parce qu'on les a eus moins chers vraiment, en tout cas, on les a eus plus tard, ça c'est sûr. Et là, on essaie de nous refaire le coût des achats groupés. C'est-à-dire, grâce à l'Europe, on va pouvoir acheter du gaz, on va pouvoir acheter du pétrole, c'est ce qu'on nous explique. Et puis, le coût de la solidarité européenne. Alors, grâce à l'Allemagne, on a pu transférer quelques centaines de patients pendant la crise sanitaire de part et d'autre de la frontière. Et là, on nous explique encore que la solidarité européenne va jouer. S'il nous manque quelques mégawattheures, heureusement, l'Allemagne, grande princesse, sera là. Alors, vous nous dites que l'Union européenne ne nous a pas aidés à gérer la pandémie et qu'elle ne va pas plus nous aider à sortir de la crise énergétique. J'aimerais bien vous dire le contraire, mais sincèrement, je pense que l'Europe, dans ces crises particulièrement, elle n'est pas la solution, elle est le problème. Elle a accru notre vulnérabilité face à ces crises. Vous pensez vraiment qu'en passant par l'Europe, on ne peut pas trouver une solution? Alors, déjà pour commencer, il faut vraiment souligner que notre situation, notre défense immunitaire face à ces deux crises a été affaiblie par l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe nous a gravement exposés pendant le Covid. Vous avez vu cette idéologie du sans frontières. Donc ça, c'est sûr. Mais on a eu aussi, grâce à l'Europe, une espèce de libre-échange vraiment, vraiment fanatique qui a littéralement vaporisé nos industries pharmaceutiques. On a eu, pour construire l'Union européenne avec les fameux critères de convergence de Maastricht, le besoin de rogner, notamment sur les lits d'hôpitaux. On a fermé des lits d'hôpitaux. Donc vraiment, l'Europe nous a exposés. Mais aujourd'hui, elle ne nous expose pas moins dans la crise actuelle. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui n'a pas résisté à la pression des États-Unis, se vante d'avoir imposé les sanctions les plus dures à la Russie. Moralité de l'histoire, le prix des hydrocarbures s'envole. Et moralité de l'histoire, évidemment, en rétorsion, Vladimir Poutine, qui n'a jamais fait autant de profit d'ailleurs, ferme le robinet de gaz. Et on peut aussi se dire, d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça, c'est que c'est aussi pour plaire à l'Allemagne, donc quelque part pour accélérer la construction européenne, qu'on s'est désengagé du nucléaire. Et quand le président Macron, dans sa conférence de presse, a été défendre mordicus sa décision de fermer Fessenheim, comment il l'a justifié? Et il a dit, j'ai fermé Fessenheim, notamment, c'est pas le seul argument, mais c'est quand même un argument incroyable, parce que c'est proche de la frontière allemande. Mais enfin, qui a élu M. Macron, les Allemands ou les Français? Et en fait, surtout pour faire cette Europe, on est rentré dans un système absolument baroque qui s'appelle le marché de l'électricité unifié, le marché régulé de l'électricité européen. Donc là, c'est un système assez complexe à expliquer, c'est vraiment assez complexe, mais pour dire les choses les plus simplement possible,
Numéro un, on peut se dire que c'est vraiment une idéologie de marché qu'a voulu promouvoir l'Europe. Donc on veut faire un marché et un marché unifié de l'électricité à l'échelle de l'Europe. Alors quand on dit marché, normalement c'est pour baisser les prix, pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et bien là c'est un marché très spécial, parce qu'en fait, le principal producteur d'électricité, par exemple EDF, qui a des centrales nucléaires, on a voulu casser son monopole pour qu'il y ait plein d'offreurs sur le marché. Mais on a aussi voulu créer des intermédiaires. Moralité de l'histoire, ça a fait augmenter le coût, ce qui est totalement contre-intuitif. Deuxièmement, on a voulu aussi jouer la solidarité européenne, donc dire qu'il faut satisfaire la demande d'électricité sur l'ensemble du continent européen. Et en plus, on a ajouté une dimension, c'est-à-dire de favoriser les énergies renouvelables. Et comme l'électricité, c'est une énergie qui ne se stocke pas, et comme on voulait à la fois une logique européenne et à la fois une logique finalement verte ou peu carbonée, qu'est-ce qu'on a fabriqué ? On a fabriqué un système incroyablement sophistiqué dans lequel on va dire, on appelle sur le marché les énergies, l'électricité qui est produite d'une certaine façon par l'éolien et le solaire, parce que l'éolien et le solaire, on ne peut pas consommer, il ne faut pas gâcher, il faut d'abord appeler ces énergies-là. Et on va ainsi de suite monter jusqu'à aboutir à la dernière goutte d'électricité qui va être produite donc par, à la logique inverse, par ceux qui sont les plus pollueurs et les plus chers, en général, au hasard, des centrales au gaz, enfin des unités de production d'électricité qui marchent aux centrales à charbon en Allemagne. C'est le plus cher et le plus polluant. Et donc, c'est ça qui est assez complexe, c'est qu'on a un coût, non pas le coût réel de l'électricité, le coût moyen, mais le coût marginal avec ce système de production d'électricité. Le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir une électricité qui serait produite à 30 € le kilowattheure, ce que peut faire le mégawattheure, ce que peut faire EDF, ce qu'on est capable de faire EDF, on a EDF qui va être obligé de racheter à 1 000 € le mégawattheure. Voilà, donc en fait, évidemment, l'Europe ne nous a pas du tout sauvés. Alors, est-ce que ces crises ne servent pas justement de révélateur des impasses dans lesquelles on s'est engouffré depuis des décennies et ne révèlent pas en quelque sorte l'échec de nos dirigeants ? Exactement comme la crise Covid a fait un effet d'apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation, révéler à quel point le système de santé français avait été... Honnêtement, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce qu'on revit les mêmes choses? Pourquoi est-ce qu'on est en passe de revivre les mêmes choses comme si on n'a pas compris ou bien comme si réellement on n'a pas su tirer les leçons de la crise Covid? Ça, c'est le plus étonnant parce que comme il y a une volonté de faire primer l'idéologie sur le réel, si on prend le cas de l'électricité, c'est logique. Je l'ai dit, l'électricité, ça ne se stocke pas. Et par ailleurs, quand on a un réseau, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est capable de produire une très grande quantité d'électricité pas chère. Mais on a absolument voulu faire le marché contre cette réalité, comme on a voulu faire prévaloir l'Europe. Et donc, on a fabriqué ces règles qui sont bizarres. Alors, on va en fait finalement en sortir de ces règles. Le gouvernement est en train de batailler, il a quasiment convaincu la Commission européenne de sortir de ce système régulé de l'électricité qui était fou. Exactement comme pendant le Covid, on a fini par admettre qu'il fallait sortir des critères de convergence. Mais le plus étonnant là-dedans, et je reviens à votre question, c'est que ceux qui nous dirigent refusent mordicus d'admettre qu'ils ont eu tort, qu'ils se sont trompés. Et pire encore, quand quelqu'un dit la vérité, c'était le cas par exemple de Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF, qui a expliqué pourquoi EDF était autant endetté et pourquoi il y avait ce problème d'élévation du prix de l'électricité, le gouvernement, le chef de l'État, lui dit « c'est moi le chef, finalement, taisez-vous ». Exactement comme avec Pierre de Villiers, quand il a dit « l'armée est à l'os ». On lui a dit, c'est moi le chef, vous démissionnez. Je vous donne le mot de la fin dans un instant, parce que je ne veux pas trop bâcler la fin. Et on va marquer une pause pub, le mini-JT. Et je vais vous demander, est-ce que selon vous, lorsqu'on entend même confinement énergétique, on pourrait peut-être imaginer cet hiver qu'on aurait un pass énergétique pour aller peut-être, je sais rien, dans une entreprise, oui, mais si, ou bien on peut se chauffer chez soi, mais si on a une entreprise, si on attend de salariés, etc., est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, un certain pass énergétique en fonction de qui vous êtes, vos revenus, combien de personnes chez vous? Et je vous demandais, en dernier mot pour conclure, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait aller jusqu'à avoir un pass énergétique, que chacun puisse montrer un pass énergétique peut-être d'ici cet hiver? Nous sommes dans des suppositions. D'abord, je pense qu'on nous a expliqué que le pass sanitaire relevait du complotisme, avant de le mettre en œuvre, ça je vous rappelle. Donc ma question est complotiste. Non, elle n'est pas complotiste, mais elle contient quasiment la réponse en germe, en fait. Deuxièmement, on l'avait déjà mentionné, mais je pense que l'influence de la Chine se fait déjà sentir. L'influence historique de la Chine, la première puissance du monde, donne toujours le là, donne toujours le ton.
et influence. Et donc, la Chine est dans le contrôle social. Et elle donne finalement déjà le là. Voilà. Ensuite, la folie européiste est telle que pour l'imposer à la population, oui, ils sont prêts à sacrifier finalement les libertés individuelles. D'une certaine façon, il y a un lien qui est assez mystérieux, secret, mais qui existe pourtant entre la liberté d'un individu et la liberté d'une nation. Et donc, une nation, qu'est-ce que c'est ? En démocratie, c'est un peuple libre, surtout pour les Français. Qu'est-ce que c'est que la République ? La République dit que tout ce qui n'est pas strictement indispensable doit être libre. On ne doit restreindre les libertés que si c'est absolument nécessaire. Or là, comme ils inventent ou ils exagèrent des menaces, ils sont obligés de contraindre. Merci en tout cas pour votre regard sur ce confinement énergétique.